Quelque chose d'énorme arrive. Et presque tout le monde va le rater. Dans quelques jours à peine, selon le contenu que tu viens de fournir, le plus grand transfert de richesse de l'histoire américaine commence. Pas un crack, pas un sauvetage, une inondation. 4,7 trillions de dollars sont sur le point de se déverser dans l'économie américaine. Et voici le paradoxe brutal. Alors que cette somme représente près de 20% de toute l'économie des États-Unis, 90% des investisseurs n'ont absolument aucune idée que ça arrive. Wall Street le sait. Les institutions le savent. Le texte est clair. The money is already positioning. Autrement dit, l'argent commence à bouger avant même que la plupart des gens ne comprennent ce qui se passe. Et c'est là que ça devient personnel pour toi. Parce que dans ce type de cycle, il n'y a pas d'égalité des chances. Certains portefeuilles se multiplient, d'autres sont absolutely destroyed, non pas par une crise, mais par un mauvais timing. Le contenu insiste sur un point précis. Ce plan lié à Trump n'est pas présenté comme une simple politique fiscale. Il est décrit comme un catalyseur de marché, quelque chose qui crée des gagnants et des perdants avant même que les gros titres n'en parlent. Ce n'est pas politique, dit le narrateur. Ce qui compte, c'est ce qui se passe quand des trillions frappent le système et ce que l'histoire montre toujours dans ces moments-là. Mais voici la vraie question, celle que presque personne ne se pose à temps. Si l'argent arrive si vite et que les institutions sont déjà en mouvement, qu'est-ce qui se passe exactement juste avant que le grand public ne réalise ce qui est en train de se jouer? Ce qui est en train de se produire n'est pas un événement isolé et c'est précisément pour ça que la plupart des gens passent à côté. Le contenu le dit explicitement. Le plan fiscal de Trump pour 2025, présenté comme le Big Beautiful Bill et le Jobs Act 2.0, n'a jamais été seulement une histoire de baisse d'impôts. Le mot-clé, celui que beaucoup ignorent, c'est le timing. La loi est passée en mars 2025, mais son impact réel n'apparaît pas immédiatement. Il est décalé volontairement et réparti en plusieurs vagues. C'est là que le cadrage change complètement. La majorité des investisseurs pensent en événements visibles, une annonce, une réaction, un graphique qui explose à l'écran. Mais ici, le contenu décrit autre chose. Un mécanisme lent au départ, presque silencieux, qui commence avant que l'argent n'atteigne les comptes bancaires. Et pendant que la plupart attendent une confirmation dans les médias, « The smart money is moving now ». Pose-toi cette question parce qu'elle change tout. Si l'impact économique n'arrive pas le jour où la loi est votée, mais des mois plus tard, qui a réellement l'avantage? Ceux qui réagissent quand les chiffres apparaissent ou ceux qui anticipent la trajectoire avant même la première vague de liquidité? Le texte donne un indice crucial. L'effet économique arrive en 3 grandes vagues distinctes, étalées sur moins d'1 an, pas en 10 ans, pas progressivement, en 9 mois. Et chacune de ces vagues touche des acteurs différents, à des moments différents, avec des gagnants très clairs. Mais voici le détail que presque personne ne relit encore correctement. La première vague commence avant même que la majorité comprenne que le cycle a démarré. Et c'est exactement là que l'écart se creuse. Voici maintenant le premier point de bascule. Le contenu avance une affirmation forte. Cet afflux d'argent n'est pas diffus, il est mesurable, chiffré et déjà découpé. Selon les estimations citées du Congressional Budget Office et du Trésor américain, les particuliers recevront environ 1,2 trillion de dollars en remboursements fiscaux, soit environ 8 500 dollars par foyer. À cela s'ajoute 2,1 trillion de dollars de liquidités rapatriées par les entreprises, puis 1,4 trillion via la dépréciation accélérée et l'investissement. Total annoncé noir sur blanc, 4,7 trillions de dollars injectés en moins de 9 mois. Arrête-toi une seconde sur ce chiffre parce que c'est là que l'échelle devient difficile à comprendre. Le texte précise que c'est 3 fois la taille du plan de sauvetage bancaire de 2008 et presque 20% de l'économie américaine concentrée sur une seule période. Ce n'est pas une relance classique étalée sur des années. C'est une compression du temps, une pression énorme appliquée très vite. Et voici le détail qui change tout. Le contenu compare explicitement avec des précédents historiques. Après les baisses d'impôts de 2017 avec seulement 1,5 trillion de dollars, le S&P 500 a progressé de 28% en 18 mois. Les baisses d'impôts sous Bush, les small caps ont bondi de 47%.
Sous Reagan, le Dow a grimpé de 135 % sur 5 ans. Si ces montants plus faibles ont produit de tels mouvements, que se passe-t-il quand l'échelle est multipliée plusieurs fois dans une économie déjà chaude? Mais remarque ce que le contenu souligne juste après et que beaucoup oublient. En 2026, le contexte est totalement différent. Le chômage est historiquement bas, la Fed est en train de baisser les taux et la demande des consommateurs est encore comprimée. Ce n'est pas une phase de sortie de crise. C'est du carburant de fusée versé sur une économie déjà brûlante. Et c'est précisément là que la majorité se trompe. Les investisseurs particuliers réagissent, ils n'anticipent pas. By the time CNBC starts talking about a tax refund rally, the easy money is already gone. Quand l'histoire devient évidente, l'avantage a déjà changé de camp. Alors pose-toi la question qui dérange vraiment. Si l'argent arrive en vague et que la première commence avant même que les remboursements n'apparaissent sur les comptes, où est déjà en train d'aller le capital pendant que la plupart regardent encore ailleurs? C'est ici que la situation commence à s'accélérer. Avant même que le moindre dollar de remboursement n'arrive sur les comptes des ménages, une phase intermédiaire se met en place. Le texte l'appelle clairement la première vague. La loi est votée, mais l'argent n'a pas encore bougé. Et pourtant, quelque chose change déjà sur les marchés. Ce qui est décrit ressemble à un calme trompeur. Les secteurs défensifs commencent à s'affaiblir. Les services publics, les biens de consommation de base. Pendant ce temps, les valeurs de croissance et les petites capitalisations commencent discrètement à surperformer. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est cohérent avec un seul comportement, l'anticipation. Le contenu mentionne aussi un signal précis que les professionnels surveillent toujours. La volatilité baisse, le VIX s'efface, l'incertitude se dissipe. Maintenant, compare ça à ce que la plupart des gens attendent. Ils cherchent un choc, une annonce, un titre. Mais ici, la normalisation est le vrai signal. Le texte rappelle un précédent très concret. Fin 2016, juste avant les précédentes baisses d'impôts, les small caps ont progressé de 15 % en 3 mois, pendant que les grandes capitalisations n'en gagnaient que 6. Le Russell 2000 a surperformé le S&P de 9 points de pourcentage en un seul trimestre. C'est exactement ce genre de détail qui ne fait jamais la une, mais qui raconte l'histoire réelle. Quand ce type de rotation commence, ce n'est pas une réaction émotionnelle, c'est un repositionnement méthodique. Et une fois qu'il est visible pour tout le monde, il est déjà avancé. Mais voici la partie qui devrait te mettre mal à l'aise. Cette phase paraît normale. Rien ne semble cassé. Rien ne semble urgent. Et pourtant, c'est précisément dans ce genre de moment que les écarts de performance se creusent le plus. Et maintenant, observe bien ce qui arrive juste après ce calme apparent. Parce que la vague suivante ne se contente plus d'anticiper. Elle frappe directement le comportement des gens ordinaires. La vague suivante n'est plus silencieuse. Elle est directe, massive, et elle touche le comportement humain. Le contenu l'appelle clairement le déferlement des remboursements. Et le détail clé est précis. Les remboursements fiscaux commencent dès la fin février, plus tôt que jamais. Montant annoncé, 1,2 trillion de dollars qui arrivent directement sur les comptes bancaires des ménages. Ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont des virements visibles, des notifications, des soldes qui montent d'un coup, en moyenne, environ 8 400 dollars par foyer. Et le contenu est catégorique. Les gens n'épargnent pas les gains inattendus, ils les dépensent. Le texte détaille exactement où va cet argent, basé sur des données historiques de l'IRS et du Trésor. Environ 35 % partent immédiatement dans le remboursement de dettes. Environ 25 % vont dans la consommation discrétionnaire. Environ 20 % vont dans l'épargne et l'investissement. Et environ 20 % couvrent les dépenses essentielles. Même quand l'argent sert à rembourser des dettes, il ne disparaît pas. Il réapparaît ailleurs dans le système. Quand la consommation accélère, les volumes de transactions augmentent. Ce n'est pas idéologique, c'est mécanique. Lors des chèques de relance de l'ère Bush en 2008, les ventes au détail ont bondi de 12 % en un seul mois. Cette fois-ci, la stimulation est plusieurs fois plus grande. À cette échelle, ce n'est plus un simple rebond, c'est un effet boule de neige.
Et maintenant, pose-toi la question qui dérange vraiment. Si ce comportement est aussi prévisible et que les données sont connues, qui attend encore de voir les chiffres après coup et qui est déjà positionné avant que le premier dollar ne soit dépensé. La pression monte d'un cran parce que la vague suivante ne dépend plus des ménages, mais des conseils d'administration. Le texte introduit le rapatriement des liquidités des entreprises. La loi inclut une fenêtre exceptionnelle permettant aux multinationales américaines de rapatrier leur trésorerie détenue à l'étranger à un taux réduit. Montant annoncé, environ 2,1 trillions de dollars. Cet argent n'est pas à l'étranger par hasard. Il est stocké dans des juridictions fiscalement avantageuses. Des entreprises comme Apple, Microsoft, Google, Meta, mais aussi des groupes pharmaceutiques et industriels, détiennent à elles seules des centaines de milliards de dollars hors du pays. Que font les entreprises quand cet argent revient? L'histoire est claire. Environ 40 % vont au rachat d'actions, environ 30 % aux dividendes, environ 20 % aux fusions-acquisitions et seulement 10 % à l'investissement direct. La majorité de cet argent ne sert pas à baisser les prix ou à embaucher massivement. Il sert à récompenser le capital existant. Lors du précédent rapatriement fiscal en 2004, 312 milliards de dollars étaient revenus aux États-Unis. Cette année-là, le S&P 500 avait progressé de 15 % et la technologie de 22 %. Cette fois-ci, l'échelle est bien plus grande. Et pendant que cette vague soutient les marchés, une autre se prépare en parallèle. Une incitation massive à dépenser maintenant. Quand plusieurs vagues de liquidités se chevauchent, la question n'est plus de savoir si le système peut l'absorber, mais combien de temps avant qu'il ne surchauffe. La vague suivante est opérationnelle. La loi permet aux entreprises de déduire immédiatement 100 % de leurs investissements en capital. Dépenser maintenant devient plus rentable qu'attendre. Cette vague représente environ 1,4 trillion de dollars de dépenses en équipement, infrastructure, automatisation, énergie, intelligence artificielle et relocalisation industrielle. Quand les entreprises dépensent à cette vitesse, elles entrent en concurrence pour les ressources. Matériaux, énergie, main-d'œuvre. Lors du cycle de 2017, l'investissement des entreprises avait augmenté de 6 % et les valeurs industrielles avaient progressé de 34 %. Cette fois, l'ampleur est supérieure. Avec un marché du travail déjà tendu, cette vague crée une pression inflationniste inévitable. Quand trop de liquidités poursuivent trop peu de ressources, les prix montent. C'est à ce moment-là que la Fed entre dans l'équation. Dans un monde normal, l'inflation entraîne des hausses de taux. Mais 2026 n'est pas un environnement normal. La Fed baisse les taux pendant que la liquidité explose. Le contenu affirme que la véritable inflation ne se mesure pas seulement dans les prix du quotidien, mais dans les actifs. Quand les marchés montent de 25 %, ceux qui possèdent des actifs s'enrichissent. Ceux qui n'en possèdent pas perdent du pouvoir d'achat. Si l'inflation devient trop visible, les hausses de taux reviennent. Et quand elles reviennent, le leadership change. En 2021 et 2022, l'énergie montait pendant que la technologie chutait. Deux trajectoires sont possibles. Soit la liquidité continue de pousser les marchés, soit la pression force un resserrement et le capital se déplace ailleurs. Le vrai enjeu n'est pas de prédire, mais de savoir quand réduire l'exposition aux actifs les plus chers. Et c'est là que tout se referme. 4,7 trillions de dollars ne redessinent jamais les marchés au hasard. Ils récompensent la préparation et punissent l'attentisme. Ce cycle n'est pas nouveau. Il s'est répété sous Reagan, sous Bush en 2017. Il revient aujourd'hui à une échelle inédite. La question n'est pas de savoir si ce cycle va impacter les marchés, il le fait déjà. La vraie question est beaucoup plus inconfortable. Où seras-tu positionné quand tout le monde comprendra enfin ce qui est en train de se passer? Et c'est exactement là que commence la prochaine analyse.